Alors, on va continuer de parler du Togo. Les réformes constitutionnelles en examen au Parlement, c'est le même sujet, quasiment dans le même ordre d'idée. Abel Koussé, vous avez la parole, mais je voudrais d'abord lire cette réaction de Constant Lemou qui nous suit et que nous saluons au passage. L'ESPER n'est pas habilité à proposer un projet ou une proposition de loi. Il a préparé un document de travail qui peut être exploité. L'ESPER n'a pas pour mission de jouer le rôle de la Cour constitutionnelle qui jugera de la date d'effet de la modification constitutionnelle. Oui, mais je ne sais pas pourquoi l'ami Lemou s'inquiète. Personne n'a dit le contraire. À moins que je ne suis pas le débat ici. Personne n'a dit le contraire. Mais je crois qu'on en reviendra, même si j'aurais aimé qu'il soit ici pour qu'on puisse en discuter. Je basais mon raisonnement sur un triptyque. Je disais d'abord que comparaison n'est pas raison. Les missions des deux experts ne sont pas les mêmes. Mais ça, on peut rapidement se passer. Dans le même domaine. Justement. Oui, donc voilà pourquoi je disais en plus que comparaison n'est pas raison. La deuxième chose, ou le deuxième volet, c'est quand on dit ça, même un étudiant en droit peut le faire. Non, ça me rappelle l'esprit des lois écrit par Charles-Louis de Seconda, plus connu sous le nom de Montesquieu. Non, il y a un génie qui permet d'écrire la loi. La loi, ce n'est pas de la littérature. Mais il n'y a rien qui se crée. C'est des copies-collées. Non, pas forcément. Qu'est-ce qui se crée? La loi, ce n'est pas de la littérature. Il y a un langage juridique. C'est technique, c'est pas de la littérature. On ne peut pas prendre n'importe qui peut écrire un roman pour lui dire sors-nous un texte de loi. Ce n'est pas possible. Et revenons sur l'aspect conditionnel. Il y a une chose aussi qui m'a déçu. Je le dis souvent ici. Moi, je suis un souverainiste. Pas à la Jean Baudin, bien sûr. Pas souveraineté pure et dure. Mais je suis un souverainiste, un patriote, peut-être mélangé avec un peu de nationalisme. Je connais plusieurs professeurs au Togo qui sont à même de nous sortir toute une constitution. J'ai connu des gens qui, sur d'autres pays, ont eu à travailler. Sauf que, dans le cas actuel, puisque nous, entre Togolais, on n'arrive pas à se faire confiance, on a fait venir un expert sénégalais. Il a fait une proposition que, je pense, se rapprocher de plusieurs choses qu'on a eu. C'est là où je rejoins Germain. De plusieurs choses qu'on a eu à lire. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de miracle. Mais en même temps, dans la situation togolaise, il n'y avait pas de miracle. On savait tous, je suis sûr, y compris Germain et Justin, que on tournait autour du pot. Tout le monde savait ce dont le Togo a besoin. Tout le monde savait que ce qui pose problème, c'est la limitation du mandat, c'est le mode de scrutin. Et une troisième chose. Non, c'est pas ça le problème. J'en viens. Une troisième chose. C'est pas ça le problème. Je dis une troisième chose et qui m'amène à mon troisième raisonnement, c'est la situation actuelle du chef de l'État. Je vais procéder par analogie. Actuellement en France, il y a une brouille entre les amis, ou pas plutôt, il y a une peur qui s'est emparée de nos amis africains en France, ceux qui font des études. C'est qu'il y a une hausse exponentielle des frais de scolarité, mais vous verrez que on n'a pas fait cette réforme-là sans penser aux étudiants qui sont là actuellement. Et vous verrez qu'il a été dit que ceux qui sont déjà dans un parcours, ceux qui sont en licence, vont continuer par payer jusqu'à la même somme avant la réforme, jusqu'à la fin de leur parcours. Il en va de même pour ceux qui sont en master et en école doctorale. On ne peut pas faire un test de loi sans passer actuellement à Fond Yassine Bessé, tout simplement pas possible. Et le faire, ce n'est pas faire une loi pour une personne, mais c'est plutôt lié à l'évidence. L'évidence, c'est qu'il y a un président actuellement qui est là, qui est dans son troisième mandat, et le nouveau texte veut introduire une limitation du mandat. Il va falloir, si on ne veut pas faire la politique de l'autruche, se demander quel sera le sort de ce président. Tant mieux si les uns les autres pensent qu'il faut lui accorder un mandat supplémentaire ou deux. Ça ne revient pas aux juristes, mais plutôt aux politiques. Justin, il y a quand même quelque chose d'assez ironique dans la situation actuelle, c'est que, et je reviens toujours en 2014, c'est que quand les deux maîtres que j'ai cités avaient fait leur proposition, notamment l'ANC avait dit, laissons la question du chef de l'État être réglée par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on voit clairement que la disposition qu'évoque le professeur Fall vise directement le mandat du chef de l'État, et on dit, ah, ça nous prenons. Le problème, c'est quoi? Quelle est la situation dans les États de l'espace CEDEAO? C'est parce que dans tout l'espace CEDEAO, mais dans chaque pays, on a limité le mandat. Et dans certains pays, on a posé les jalons à ce qu'on ne puisse pas, qu'on ne puisse pas remplir, continuer à diriger comme on veut. Je pense que c'est sur cette base-là que le constitutionnaliste a fait son travail. Ça, c'est le premier constat. Mais le second constat, je me rappelle, le 30 janvier et le 30 juin 2014, le gouvernement a envoyé un projet de loi au Parlement
qui a suivi son cours. Et lorsqu'il était question maintenant de voter, la majorité a voté contre. Le projet de loi envoyé par son propre gouvernement au Parlement. C'est l'opposition qui a voté pour. Est-ce que ça a eu des conséquences? Le gouvernement avait argumenté en disant que ce n'est pas un projet pensé par le gouvernement, que c'est un projet qui est issu de Togo Télécom 2, qu'ils ont simplement envoyé. Et que ça aurait eu des conséquences si le projet émanait du gouvernement. En dehors de là de tout, est-ce que ça a suivi des conséquences? Bien sûr. C'est le cours normal, bien sûr. La commission des lois, ainsi de suite par après. Et vous prenez par exemple l'article 59 dans ce test-là, on parle de la limitation du mandat. Et il est même décrit qu'en aucun cas, il ne peut exercer plus de 2 mandats. Dans ce test, qui a été rejeté par la majorité unie à l'époque, je le rappelle. Mais est-ce que ça a eu des conséquences? C'est parce que moi, je reviens aujourd'hui pour dire que le fondamental, qu'on le veuille ou non, c'est Fonya Singbe. Comme le président, l'un des facilitateurs, le président ghanéen, a eu à le dire, que la position de M. Fonya Singbe en 2020, c'est ça qui cristallise le débat. Qu'on soit clair, qu'on soit sincère. Fonya Singbe ne peut pas faire 3 mandats et attendre peut-être à continuer par empiler parce qu'il y a certains qui, dans son courant, n'arrivent pas à avoir le courage pour lui dire la vérité. C'est le débat qui est là. Ceux qui nous suivent, qui envoient de tests, il va falloir qu'on soit cohérent envers nous-mêmes. Nous sommes au Togo. Au Bénin, il y a eu une limitation de mandat. Au Bénin, comme on appelle au Ghana, il y a une limitation de mandat. Et en dehors de ça, on a mis le garde-fou. On ne peut pas continuer par gouverner à c'est pas possible. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus parce qu'aujourd'hui, le débat dépasse les entendements. Lorsque les prélats prennent position, on dit voilà, ils sont manipulés par l'opposition. Lorsqu'il y a un courant qui dit mais tel que ça se passe, ça ne peut pas continuer, on dit qu'il y a manipulation. La CEDEAO qui est là, qui joue la facilitation, la CEDEAO propose un travail, le travail est sorti, on envoie le travail qui est sorti au niveau de la facilitation par le biais de la CEDEAO renvoie maintenant au niveau des protagonistes, on dit voilà, il y a manipulation, que non, que ce problème-là, non, il ne faut pas qu'on travaille sur ça, et que non, il ne faut pas qu'un étranger vienne nous imposer quoi que ce soit. Mais on est où là? Mais moi, je dis que dans le cas d'espèce, il va falloir que la CEDEAO intervienne pour trancher. Le Togo a eu à trancher, le chef de l'État togolais a tranché dans la situation de la Guinée-Bissau. Mais pourquoi pas chez nous? D'accord. Il faut qu'on soit nécessaire. Germain, la question que je vous poserai, Abel répondra à la même question. C'est vrai qu'on parle, et quand on a lu le communiqué de la CEDEAO, on dit que la proposition de l'ESPER ressemble à ce qui se fait, est conforme à ce qui se fait dans les autres pays. Mais est-ce que ça doit être ainsi? Est-ce qu'on doit avoir des constitutions conformes? Parce que quand on regarde dans l'Europe aujourd'hui, chaque pays a une particularité dans sa constitution. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Quand on prend l'Europe où Angela Merkel accumule et que finalement elle est fatiguée ou découragée par les résultats électoraux, donc dit qu'elle raccroche. Et quand on prend des pays comme la Chine où on ne savait même pas que le mandat était limité, où on apprend finalement qu'ils veulent délimiter le mandat. Il a déjà fait. Alors que oui, et nous on veut aller maintenant là où la Chine était. Donc je crois que pendant longtemps on dit que la Gambie et le Togo étaient les seuls pays de la sous-région. Le mandat n'était pas limité. Mais la CEDEAO n'a jamais obligé ces États-là. Parce que c'est des États... Il y a un protocole additionnel. Oui, c'est des États souverains. Et nous n'avons pas atteint un niveau où cette communauté-là, même vous voyez aujourd'hui en Europe, même simple adoption du budget, vous savez un peu ce qui se passe avec l'Italie aujourd'hui. Les Italiens ont dit non. Ils sont souverains. Parce que la CEDEAO, c'est vrai que c'est une communauté, mais chaque État. Si l'opposition, la C14, était au Nigeria, ils auraient dit que Buhari, par exemple, ne peut pas être candidat, par exemple. Ici, on dit... J'arrive. Ici, on dit le problème, c'est Fonya Singbe. Il a déjà fait 2 mandats et plus, il ne doit pas être candidat. Est-ce qu'on le fait sur la base d'une loi ou sur la volonté d'une opposition qui estime qu'un Togolais a fait plus de 2 mandats? Mais non, ça veut dire qu'on ne donne aucune force aux élections dans un pays. Ça veut dire qu'on pense que c'est à l'opposition de choisir un candidat dans un camp adverse. Et oui, je crois que si. C'est-à-dire que ce que disent les gens aussi, c'est que le contexte togolais est particulier dans ce sens que la personne dont on parle est issue d'un système qui régionne depuis plus d'un demi-siècle. Oui. Parce que c'est comme ça, c'est ce que disent beaucoup de personnes. Ceux qui le disent, ce sont les militants et les acteurs de l'opposition. Parce que ceux qui votent Fonya Singbe, s'ils tenaient le même discours, ils ne vont pas voter Fonya Singbe. Non, le débat n'est pas là. Non, si, le débat, on est en démocratie. Si c'est juste un coup d'État,
On dit voilà, c'est la même famille qui fait des coups d'État. On est fatigué. Mais s'il y a des électeurs, ça veut dire que même dans votre famille, dans votre village, ou même chez vous à la maison, quelqu'un vote for nation. C'est à lui. Il faut dire, mais pourquoi vous votez for nation? Allusion à quelle élection au Togo? Non, soit vous dites les élections, j'arrive. Soit vous dites les élections ne sont pas crédibles, voilà là où il y a des fraudes. Maîtrisons-les et allons battre Fonia Singbe. Mais quand vous dites à quelqu'un, il ne peut pas être candidat, il faut le dire par rapport à une loi. Mais si la loi l'y autorise aujourd'hui, ce n'est pas à l'opposition de désigner un candidat pour le camp adverse. On va faire c'est l'erreur que l'opposition togolaise commet. Elle aurait pu se cantonner sur les élections en se disant nous avons un programme de société qui nous permet de convaincre un maximum de Togolais qui peut préférer notre programme à celui du président. Abel, sur cette question, rendre des constitutions conformes, est-ce que c'est ça la norme, normalement? En principe, dans la sous-région, nous avons presque des régimes semblables. Presque. Il y a des régimes présidentiels, notamment au Nigeria et un peu également au Bénin. On le voit également au Ghana. Et il y a des régimes qu'on pouvait qualifier de semi-présidentiels, mais qui... Chez nous, on ne se retrouve pas trop. Voilà, qui au fil du temps sont devenus des régimes présidentialistes avec des présidents assez puissants. Et c'est ce qui est légion, ça a pignon sur rue dans la sous-région. Mais il faut dire que quand on évoque la souveraineté dans notre cas actuel, ça me fait doublement sourire. Premièrement parce que je me rappelle d'une décision phare de la CPJ qui dit que la capacité de contacter des accords internationaux est en réalité la jouissance de la souveraineté. Et le Togo fait partie des protocoles de la CEDEAO, notamment du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. Et naturellement, si dans la zone, on décide qu'il y ait verrouillage du nombre de mandats présidentiels à 2, le Togo est obligé, s'il veut toujours être membre de cette communauté, de s'y conformer. C'est la première chose. C'est la première chose. Quand il n'est pas exclu de la communauté. La seconde chose, la seconde chose, c'est que on oublie, j'ai l'impression qu'on oublie très vite. On peut avoir une opinion divergente sur le fait qu'il y a toujours crise ou pas au Togo. Mais à mon avis, on doit être d'accord sur le fait qu'à un moment donné, il y a eu crise au point où le président togolais, à mon avis, un bon père de famille, parce qu'il pouvait faire comme certains à certains temps pour dire j'ai les gaz lacrymogènes, j'ai des armes, il faut, excusez-moi l'expression, les zigouiller. Et peu importe si la CPI vient, si la CPI ne vient pas, tant mieux. Mais il a décidé d'aller voir le président Alpha Condé, qui en ce moment était le président de l'Union africaine, pour qu'il puisse intervenir. Alors s'il décide qu'il puisse intervenir, est-ce qu'il ne savait pas que le Togo était souverain? Maintenant, si vous permettez, je vais aller au bout, vous aurez la parole. CEDEAO, l'Union africaine, non. Je vais aller au bout. Ah bon, heureusement qu'il y a plusieurs vérités, Germain également sa vérité. Et donc, quand aujourd'hui la CEDEAO a décidé d'une feuille de route, moi j'ai aimé, encore une fois je le dis, je suis souverainiste pur et dur, j'ai aimé qu'on puisse dire que l'expert n'a fait qu'une proposition, mais c'est un langage diplomatique en réalité. Et vous verrez, moi je tiens tout le monde à chose là, à Paris, vous verrez que tôt ou tard, le gouvernement togolais va adopter la proposition faite par l'expert sénégalais et que ça passera. Vous verrez que ça passera parce que le terme proposition, c'est un langage diplomatique pour ne pas dire l'expert, parce qu'on ne doit pas, et moi même si on avait dit autre chose que proposition, ça allait me frustrer parce que nous sommes, quoi qu'on dise, d'être togolais et fiers de l'être. Donc la proposition de l'expert sénégalais n'est pas une loi et ça ne peut jamais être une loi. En réalité, pour qu'une loi en soit une, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être dans la situation togolaise, ça peut être un avant-projet de loi, c'est-à-dire le ministre concerné peut proposer un texte de loi, souvent aidé par les experts et tout, ça passe au Conseil des ministres, c'est adopté, ça devient un projet de loi qu'on dépose au Parlement. Il y a une navette qui se fait, le président de l'Assemblée nationale qui saisit la commission des lois, une étude qui se fait, ça revient, on amende et on vote, ça devient une loi. Ça peut également venir du Parlement ou des députés, on appelle ça une proposition de loi, et ça suit le même circuit. Donc, le texte fourni par M. Fall n'est pas une loi, il ne peut pas être une loi si ce n'est pas revêti de cette réforme-là. Donc, on peut proposer, la majorité parlementaire ou la minorité parlementaire peut proposer cette proposition-là de loi où le gouvernement peut
peut, par le biais d'un projet de loi, proposer cette proposition. Mais tout compte fait, au moment où la boucle sera bouclée, vous verrez que ce projet sera adopté. Alors, quand tu parles de langage diplomatique, je crois qu'il a perdu un point de vue. La CEDEAO a prévu que les réformes se fassent par voie parlementaire et à défaut par référendum. Non, ils ont dit au cas échéant. Oui, au cas échéant. Non, c'est pas à défaut. C'est-à-dire au cas échéant, c'est quand ça réussit. Oui, si ça ne réussit même pas. aux 2 tiers, ça réussit. Non, c'est-à-dire le langage, c'est au cas échéant, c'est quand ça réussit. Oui. C'est donc même quand l'Assemblée dit 2 tiers, c'est que ça a réussi au Parlement, mais la disposition veut qu'on passe au référendum. Alors, ce que je dis, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les acteurs s'entendent au Parlement les 4/5e. pour avoir les 4/5e. Oui. À défaut des 4/5e, il y aura référendum. S'il y a 2 tiers. Oui, mais les 2 tiers sont déjà recueillis. Vous dites que c'est une majorité mécanique, c'est ça? Non, je dis, les 2 tiers sont déjà recueillis depuis sur le projet du 5 septembre. On le sait bien. Donc, la CEDEAO sait qu'il faut respecter la procédure légale d'adoption d'une constitution. Maintenant, il faut revenir à l'esprit des réformes. L'esprit, ce n'est pas de viser qui a déjà fait un mandat ou 12 ans ou 13 ans, mais c'est de faire en sorte qu'un Togolais ne puisse être réélu 2 fois. En fait, c'est ça. Plus de 2 fois. Plus de 2 fois. Être réélu 2 fois. Être élu plus de 2 fois. Oui. Être élu 2 fois, c'est la même chose. D'accord. Donc, en fait, c'est ça qu'on veut. Maintenant, les acteurs politiques sont cantonnés sur le président fort. Quand je dis on a personnalisé, il a dit non. Justin, heureusement, l'a reconnu en disant que c'est fort qui est problème. Sinon, les réformes devaient être adoptées. Maintenant, nous sommes dans une démocratie. Soit on se dit qu'il n'y a pas de démocratie, et on ne respecte rien, on suppose que les députés qui sont là ont été nommés par le gouvernement, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ils ont été nommés, ils n'ont aucune force. Et on ne passe pas par eux. Donc, si demain, le projet actuellement est bloqué, si le gouvernement décide d'aller, et l'Assemblée, aux 2 tiers, décide d'aller au référendum, c'est prévu par la feuille de route. La feuille de route n'a pas exclu d'aller au référendum. Les dernières constitutions en Côte d'Ivoire, est-ce que l'opposition avait marqué son accord? Mais Ouattara a envoyé la constitution au référendum. Il y avait même 40% des Ivoiriens uniquement moins de 40%. Voilà, moins de 40%. C'est pour dire en réalité, on se trompe en croyant que notre pays entièrement, il y a une procédure légale. Aujourd'hui, on a donné la chance aux Togolais de passer par le dialogue pour mettre les lois de côté et régler leurs problèmes. À partir du moment où la voie du dialogue n'a pas été très suivie, c'est les lois qui vont s'appliquer. Les procédures légales suivront. Donc, s'il y avait eu dialogue, on pourrait même discuter du problème de Fonya Sigbe s'il y avait eu dialogue. D'accord. Justin, on a tourné rapidement. Justin Anani. Ce qui me surprend, c'est qu'il a l'air sérieux en plus. Justin Anani. Alors, la question que je voudrais poser, c'est que on sait que la coalition dit oui. La proposition du professeur Fall doit être celle qui doit être envoyée en projet de loi. Mais celle que le gouvernement a envoyée, c'est qu'on peut l'amender en insérant les éléments du professeur Fall dedans. Il y a quelqu'un qui parle de piège à con. Quand vous posez la question, l'expression là m'est venue. Lorsqu'il était question de parler des réformes constitutionnelles, et ça fait l'objet de discussions. Je crois au cours des échanges entre la facilitation et les protagonistes, puisqu'il n'y avait pas eu de dialogue direct entre les acteurs. Moi, ça m'amène peut-être à poser la question de savoir est-ce que nous sommes en crise ou nous ne sommes pas en crise. Il y a crise. C'est parce qu'il y a crise, on a sorti une feuille de route. Et quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, on parle des élections le 20 décembre, c'est contenu dans la feuille de route. Il n'y a pas que le 20. Il y a encore d'autres réformes, d'autres dispositions qui sont contenues dans la feuille de route. Maintenant, par rapport au travail qui a été fait, c'est parce qu'à un moment donné, les gens veulent le départ immédiat du Fonds national. Il y a d'autres qui disent retour à la Constitution de 92. C'est parce qu'à un moment de la facilitation, a pensé qu'il faut maintenant chercher une solution à ce problème. Maintenant, si le gouvernement dit, ou la mouvance présidentielle, les acteurs disent, nous sommes pour les réformes. Et la coalition dit, bon, tel que les discussions se déroulent, nous sommes également pour les réformes. Ok, l'espèce de la constitution de la CEDEAO doit être arrivé. Il est arrivé, voilà votre mission. Il a pris le temps, il a fait son travail. Il a renvoyé le travail qui a été fait au niveau de la facilitation. La facilitation a signifié aux acteurs. Bien avant, qu'est-ce qui a fait
précipité, le gouvernement a fait sortir. Le gouvernement dit que dans le chronogramme, c'était son deadline, c'est le 10 novembre pour envoyer son projet. Et que comment appelle-t-on, la proposition de l'ESPER est venue le 12. C'est des arguments comme ça. Le 15. Au plus grand temps, puisque en réalité, lorsque l'ESPER travaille, l'ESPER ne doit pas rendre compte au gouvernement, puisque le gouvernement aussi fait partie du problème. C'est une partie, c'est l'une des parties des protagonistes. Donc l'ESPER a rendu compte à la facilitation. C'est la facilitation à son tour maintenant qui doit quand même informer les deux parties. Voilà que le travail qui a été fait. Maintenant, c'est le gouvernement, il revient au gouvernement maintenant d'appuyer le travail qui a été fait et le transformer en un projet de loi et envoyer au niveau du Parlement. Le gouvernement s'est précipité pour dévancer le travail qui a été fait par l'ESPER constitutionnaliste et maintenant argumenter que le constitutionnaliste il est en retard alors que le chronogramme qui lui a été donné n'est même pas encore terminé. Vous voyez que quelque part, on sent la mauvaise foi de d'un côté. Maintenant, si la coalition dit on est d'accord par rapport au travail qui a été fait, parce que nous sommes également partie prenante aux discussions. Mais il revient au gouvernement aussi d'être d'accord et aller discuter de ce problème. Pourquoi le gouvernement demande maintenant d'écarter le travail qui a été fait par le Sénégalais? Et on dit voilà, on propose le travail le projet de loi envoyé par le gouvernement ou avant-projet de loi envoyé par le gouvernement au Parlement pour discussion. C'est ça qui a fait capoter la réunion en commission des lois la fois dernière. Mais il va falloir qu'on arrive à avoir le bon sens. Quand on tourne autour du pot aujourd'hui, parler des élections, il faut que la CIC gagne les élections à la régulière. Moi, je me demande quelle élection gagne à la régulière. On se rappelle en 2005, quand les militaires ont pris les unes dans ce pays, on fait l'image qui a fait le tour du monde. On va éviter de ressasser le passé. En 2007. Oui. Abel Clouset. J'étais en train de chercher le chronogramme que j'ai du mal à retrouver. Abel Clouset a la parole maintenant. En réalité, l'intérêt général doit être aux hommes politiques ce qu'est le neuronavigateur. Et ce qui nous fait défaut ici, voilà pourquoi nous sommes dans cette situation. Je donne deux exemples. Ou un exemple pour venir à notre cas. Quand vous prenez, Justin parlait des élections truquées au Togo. Mais c'est sur la base de ces résultats truqués-là que les gens sont aujourd'hui chefs de file de l'opposition. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas l'élection est truquée, Faure n'est pas élu, ou UNIR n'a pas 62% de députés, et donc nous aussi nous n'avons pas 19%, pas 62%, 62 députés, donc nous aussi, puisque l'élection est truquée, nous refusons que nous n'avons pas 19 députés. La crise est reportée. Non, j'en viens. On peut aller dans ce sens. Si j'ai donné cet exemple, c'est parce que chacun essaie toujours de tirer le droit de son côté. Je parie, ça, maintenant nous sommes dans la fiction politique, je parie que l'ESPER aurait dit autre chose qui n'allait pas plaire à la C14, que c'est la C14 qui aujourd'hui tirera sur... Déjà, on a vu qu'au début, la C14 disait nous ne savons pas qui est l'ESPER, nous n'avons pas son CV, etc. C'est la C14 qui se mettra dans la peau de UNIR aujourd'hui pour tirer sur l'ESPER constitutionnaliste. Moi, ce qui m'a un peu écœuré, c'est que en réalité, UNIR peut être beaucoup plus galant que ça. Quand je parle d'UNIR, aujourd'hui, ils ont la majorité au gouvernement, bien sûr, accompagné par... il faut appeler ça la légitimité. Voilà. Donc, il peut être beaucoup plus galant. Ils ont la légitimité. Ils peuvent être beaucoup plus... Ce pas des gens qui ne sont même pas à l'Assemblée. Venez la C14. C'est pas ce que je Vous voulais dire. avez une bonne dizaine de partis qui n'ont même pas de représentants à l'Assemblée. Je parle au nom de quel peuple? Le débat n'est pas là. Il parle au nom de quel peuple? Le débat n'est pas là. Mais oui, arrêtez ça. Voilà, je voulais plutôt dire que UNIR et son gouvernement a la possibilité aujourd'hui d'être galant pour dire voilà ce que l'ESPER constitutionnaliste a eu à faire. Nous le prenons, mais puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous souhaitons performer, nous souhaitons amender ça. Le débat serait tout. J'ai retrouvé le chronogramme de la CEDEAO sur les réformes et bon, je vais passer les premiers. Au point 3, on dit soumission à la commission de la CEDEAO par l'ESPER en droit constitutionnel de ses conclusions provisoires sur le projet de test constitutionnel élaboré après concertation avec les partis le 10 octobre 2018. L'ESPER constitutionnel, il soumet cela à la CEDEAO. Et quatrième point, transmission du projet final par le comité de suivi au gouvernement au plus tard le 15 octobre 2010. Adoption de la nouvelle constitution le 30 novembre. Alors, finalement, on a pris du retard sur tout cela. Est-ce que le gouvernement a attendu le 15 d'abord? On était en octobre, c'est-à-dire l'ESPER soumet le 10 octobre, la CEDEAO transmet au gouvernement le 15 octobre,
et le 30 novembre, on adopte. Donc, on avait au moins 1 mois et demi pour faire des débats. Il y a eu beaucoup de retard dont l'UFC n'est pas innocente. Il y a eu beaucoup de retard. Est-ce que ça a empêché le travail de l'expert? Oui, ça a empêché beaucoup de choses parce que, et il faut dire, sur d'autres médias, je l'avais dit, on sent une certaine lourdeur au niveau de la CEDEAO. Normalement, depuis que ce débat-là est sur le tapis où on dit ce n'est qu'une proposition, on a le droit de la jeter, la CEDEAO devait déjà sortir pour dire, outre le communiqué pour dire c'est conforme à ce que nous lui avons demandé. La CEDEAO pouvait clarifier cette situation. Alors, 30 secondes. Moi, j'ai cru lire le mois de novembre. Non, c'est 10 octobre, 15 octobre, 30 novembre. C'est ce que j'ai sous mes yeux. Novembre, oui, je dis. Non, ça dit 30 novembre, c'est pour l'adoption de la nouvelle constitution. Oui. Mais l'expert doit avoir transmis son travail à la CEDEAO le 10 octobre et le 15 octobre au plus tard, la CEDEAO transmet au gouvernement. C'est pas ce que moi j'ai dit. C'est depuis longtemps. C'était je crois qu'aujourd'hui, nous avons déjà un CEDEAO qui dit. Ah oui, parce qu'il y a trop de documents qui circulent. Il y a d'autres qui sont paraffés, d'autres ne sont pas paraffés. Il y a trop de documents qui circulent. Non, depuis longtemps. Même dans le travail, c'est pas les experts. Le document que moi j'ai, la date, c'est le 23 septembre, c'est-à-dire la deuxième réunion du comité de suivi. Ça dit qu'il y a trop de documents qui circulent que quand vous-même vous voyez le travail qui est fait par l'expert. Malheureusement, on est déjà arrivé à la fin, on va s'arrêter ici. Une disposition transitoire, oui, d'accord. Merci beaucoup, Justin Arnani. Jamais Pouli, merci à Abel Clousset, merci à vous aussi, à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci. On se retrouve lundi.